Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8 h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 1er décembre 2022, et oui, ça y est, nous sommes déjà en décembre 2022, dernier mois de cette année qui a été fort en nouvelles, compliqué pour le marché, voire même très compliqué, et qui en même temps est synonyme de dernier mois de l'année, égale justement normalement réaccélération légère pour terminer l'année dans le rouge majoritairement, voir comment ça va se dérouler dessus. Et non, le titre de cette vidéo n'est pas Retour à l'optimisme ou Bull Trap, comme certains le pensaient sur le Discord, mais tout simplement c'est trop long dans la vignette, donc ça va pas être possible, on va essayer de trouver autre chose. Au moment où j'enregistre cette vidéo, j'en ai aucune idée de comment elle va s'appeler, on verra au fur et à mesure, c'est un peu le concept de ces émissions quotidiennes, on le fait en live, en naturel, et on avance comme ça. Justement, avant de faire un tour des nouvelles et d'aller attaquer l'analyse technique, je vous rappelle que si vous voulez soutenir la chaîne, c'est gratuit, likez, partagez cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. On attaque tout de suite avec les nouvelles, et vous allez voir, il y en a quand même un paquet. On a notamment un petit tweet de la BCE qui a enflammé le crypto Twitter. Alors, je vous le traduis. L'apparente stabilisation de la valeur du Bitcoin est probablement un dernier souffle artificiellement induit avant que le Bitcoin ne s'engage dans la voie de la non-pertinence. Voilà ce type de tweet que nous voyons sur la Banque Centrale Européenne, quand même, qui est en même temps ajouté à un blog, enfin en tout cas un billet d'humeur sur le blog de la BCE. Je vous invite à aller le voir, je vais le poster sur Twitter dans le thread, parce que c'est quand même extraordinaire à quel point il y a un ramassis d'inepties compacté en 5, 6, 7, 8 paragraphes, je crois, de tête. Donc voilà, on est quand même dans quelque chose qui est assez extrême, et qu'on retrouve en fait dans des patterns de 2013, de 2017, enfin 2018. Donc on est quand même dans quelque chose où, oui, on est pile poil au bon endroit, on retrouve la BCE qui reprend sa rhétorique habituelle, qui est un petit peu modifiée, voilà, en précisant des choses qui sont plus ou moins vraies, mais en les déformant. Enfin voilà, c'est vraiment très intéressant, dites-moi ce que vous en pensez, notamment en commentaire, mais moi ça m'a beaucoup fait sourire, surtout la réaction de Crypto Twitter qui s'est enflammée dessus, alors que ça ne sert à rien, comme d'habitude. D'un autre côté, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'écart, le grand écart même, que ce soit en termes de positionnement géographique, avec le Brésil qui déclare le Bitcoin et Ethereum comme moyen de paiement légal. Il ne manque plus que la signature du président pour en faire une loi. Ça ne devrait pas tarder, ça devrait être fait cette semaine ou la semaine prochaine. Donc encore une fois, un nouveau pays qui, justement, quelque chose qui ne vaut rien, comme monnaie de paiement, ce qui est un petit peu comme le dollar et l'euro depuis l'arrêt de Bretton Woods, mais on ne dit rien, on s'arrête là. On continue avec Telegram qui a annoncé sa volonté de construire un échange décentralisé crypto et un wallet. On s'en doutait un petit peu, étant donné qu'ils avaient déjà commencé à monter la pente du Web3 à travers la mise aux enchères des noms Twitter sur justement la technologie de la blockchain, donc c'était intéressant. Et ensuite, dans les nouvelles, nous avons encore une grosse blague, avec notamment l'interview de SBF par le New York Times. Alors, pour résumer, parce que ça dure un peu plus d'une heure quand même, enfin un petit peu moins d'une heure, mais pour résumer, il reste sur une position plus ou moins neutre. Je cite, « Je ne savais pas l'importance des positions d'Alameda ». Bon, ok, donc sous-entendu, il ne gérait pas Alameda, donc il n'avait aucune idée d'à quel point Alameda était dans le mal, et il n'est pas lié à des démarches criminelles de transfert de fonds ou de détournement de fonds. Donc globalement, tout ce qui s'est passé, c'est pas sa faute, sauf que oui, il a fait des séries d'erreurs et des problèmes de risk management, et ça en effet il s'est excusé, et c'est sa faute. Donc globalement, voilà, il a fait son travail, mais bon, il l'a mal fait, c'est pour ça que ça a pas fonctionné, et il s'excuse d'avoir mal fait. Je trouve ça un peu moyen, mais ça reste un petit peu dans la schématique de ce que l'on voit, et clairement on voit quelqu'un qui est totalement paumé dans ce qu'il est en train de faire, dans ce qui est en train de se passer. Rappelons quand même qu'il était à la tête d'une société qui valait plus de 30 milliards de dollars, qui a disparu en l'espace de 36 heures, et dans lequel on est en train de récupérer, enfin, très généraliste, hein. Surtout le CEO qui a été mis en place pour justement le curateur de FTX, qui est en train d'essayer de récupérer tout ce qu'il peut, et qui a dit, pour rappel, qu'il n'a jamais vu de sa carrière
autant d'erreurs, de mauvaise gestion et globalement de malversation. Il l'a dit à demi-mot, la malversation, mais elle était quand même bien là. Donc je rappelle quand même ça, je le pose là, faites ce que vous en voulez dessus. On continue, et en parlant justement d'interview, nous avons aussi l'intervention de Powell hier, qui a confirmé au marché que le prochain taux d'augmentation, dans tous les cas, sera 0,5 au lieu de 0,75, donc ce qui est positif, chose qui avait déjà été mis en place lors de la minute, mais là ça a été confirmé dans le discours, notamment dans la dernière partie du discours, et pour aller même plus loin, il a précisé que la stratégie de la Fed est maintenant de monter doucement les taux, chose qui avait déjà été précisée, pour arriver à un niveau restrictif. Bon, comme d'habitude, le niveau restrictif, on le sait pas. Moi, personnellement, je l'estime déjà depuis un certain temps dans les alentours de 5,5, et je pense qu'en effet, si on dépasse les 6%, ça risque d'être catastrophique au niveau du marché. Le marché n'a pas pricé une augmentation au-dessus de 6, par contre, a pricé entre 5 et 5,75, je pense que c'est à peu près le pricing du marché actuel. Il a aussi confirmé l'incompréhension de la Fed sur l'inflation actuelle. Voilà, clairement, l'inflation actuelle, ils ne sont pas capables de déterminer son origine. A priori, c'est une origine, quelque chose qui est un petit peu particulier, qui n'est pas lié uniquement à l'injection de monnaie, mais qui est lié aussi à une disruption de l'offre et de la demande et de la supply chain, ça on s'en doute, de la guerre en Russie-Ukraine, on s'en doute aussi, mais bon voilà, globalement ils savent pas trop, et l'idée c'est que ils vont chercher des éléments à combattre, pour combattre justement l'inflation, à travers la macro, et globalement favoriser la macroéconomie pour lutter contre l'inflation. Alors, je vous résume grandement l'ensemble des des questions-réponses qu'il y a eu autour de ça, et en tout cas du positionnement de Powell par rapport à ça. Il a aussi rappelé que malgré la latence entre l'impact des taux, enfin et l'augmentation des taux d'inflation et leur impact, bah l'économie US est quand même relativement forte, avec un marché du travail qui est solide. Et ça, je suis tout à fait d'accord. En effet, quand on regarde un petit peu les derniers chiffres qui sont tombés sur l'économie US, en effet, ça reste fort. Le marché du travail est solide, avec notamment un PIB qui est à 2,9, soit une augmentation de 0,3% par rapport aux prévisions, par rapport à l'ancien, et on est au-dessus des prévisions qui avaient été pricées, et il en va de même pour l'Europe, quand on regarde justement l'inflation qui recule de 0,4%, en passant de 10,4 à 10, je suis d'accord avec vous, ça reste quand même excessivement élevé, mais bon, somme toute, on arrive dans une forme de consolidation, et qui va en même temps dans une forme de consolidation aussi de la géopolitique, avec l'assainissement de la relation entre la Chine et les USA, et la stabilisation du conflit, on fait plutôt l'enlisement du conflit Russie-Ukraine, dans lequel on a toujours cette image d'une potentielle discussion sous peu de temps pour une résolution sur du très long terme, mais pourquoi pas. Powell a terminé son intervention sur, enfin en tout cas en précisant que la lutte contre l'inflation allait prendre du temps. Bon, ça on s'en doutait, on l'avait compris depuis assez longtemps, mais que d'ici la fin de son mandat, 3 ans, on va dire de 2026, l'inflation serait contenue. Il reste à voir si justement les chiffres de l'inflation et du chômage d'aujourd'hui vont jouer en sa faveur et vont lui donner raison. La petite pointe d'ironie que je rajouterai par rapport à ça, c'est étant donné qu'ils ont eu depuis 1 an quasiment tout le temps faux dans leurs prévisions, est-ce que le fait de prévoir le fait que ça va durer un certain temps nous donnerait pas raison en pensant que on est peut-être sur une zone pivot et dans lequel l'inflation va s'arrêter? Je sais pas, voilà, c'est la petite pointe d'ironie de cette fin de news. On va attaquer la partie technique, mais avant je vous rappelle 2 choses. 1, que le Discord est gratuit et il est accessible en commentaire et en description. C'est un lieu d'échange et d'information sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading et l'investissement. N'hésitez pas à nous rejoindre, il y a plein de choses, et notamment un événement qui va être lancé demain sur un concours de trading avec un giveaway à la clé, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour avoir toutes les informations par rapport à ça. Et pour tous ceux qui souhaitent soutenir la chaîne, soutenir le Discord, tout en continuant à se former en ayant accès à des informations supplémentaires, on a mis en place un premium avec plus de 100 vidéos et 300 pages de formation structurée autour d'un parcours pédagogique. On rajoute du contenu
toutes les semaines, et vous y retrouverez des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses sur les altcoins, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché en plus de la quotidienne, plein d'autres informations pour pouvoir voir, et je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour tous les curieux qui souhaitent s'intéresser notamment à cette partie-là. On attaque avec notre rappel habituel de notre hypothèse Elliottis vague 1, 2, 3, 4, 5. 5 terminé en avril 2021. Nous sommes sur un retracement A, B, C. B avec extension, C avec extension. C qui est en train de travailler un order block très fort, dans lequel nous avons travaillé notamment le 786. Aussi, niveau de retracement de Fibonacci de l'ensemble du mouvement, donc nous sommes au-dessus du 786, en dessous du 618. Tant qu'on reste en dessous du 618, nous sommes dans une zone de rechargement long terme pour rentrer en DCA sur ce type d'actif pour pouvoir justement préparer plus ou moins le prochain bull run. Donc c'est l'idée. Est-ce qu'on peut descendre plus bas? Oui, c'est pour ça que je parle de DCA et de gestion d'exposition. Plus bas, qu'est-ce qu'on a comme target? On a un retour au 786 à 14 800, 2, nous avons le top de la 1 au niveau du CME qui est à 14 000, et ensuite nous avons le retracement de la A sur la B à 1,618 qui se trouve à 10 000 $ au niveau d'un order block. Donc oui, on peut continuer à descendre, mais somme toute, 17 000, 10 000, et que 7 000 d'écart, ça fait beaucoup. Mais je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, on était à 70 000. Donc il faut prendre les choses avec un petit peu de perspective. Oui, on peut encore descendre de beaucoup, mais ça reste toujours très intéressant si on souhaite s'exposer sous forme de DCA et d'exposition long terme. L'autre élément à prendre en compte, c'est que nous sommes en weekly, et en weekly, chose que je vous ai déjà expliqué depuis un certain temps, nous avons toujours notre superbe divergence haussière qui est toujours présente, qui risque d'être présente encore pendant très longtemps, le temps qu'on ait une stabilisation liée à la perte de confiance générale des crypto-monnaies et à la macroéconomie qui est, somme toute, reste très compliqué, même si on a quand même un narratif qui est en train de s'améliorer. Enfin, le narratif est toujours mauvais, mais en tout cas, l'aspect financier est en train de prendre le dessus, c'est-à-dire qu'on a une prévision des marchés financiers sur quelque chose qui va être plus positive, en tout cas des signes positifs qui sont en train d'être donnés, donc le marché financier est en train de le pricer, chose qu'on est en train de voir actuellement. Malheureusement, bon, on est encore dans une zone de flou très très fort, et il faut prendre du recul par rapport à la macroéconomie, il faut prendre du recul par rapport au narratif général que l'on retrouve dans l'ensemble des médias, donc voilà, il faut juste prendre un petit peu de recul par rapport à ça, et aussi prendre conscience que le marché crypto-monnaie, c'est quand même décorrélé légèrement du marché financier classique, et que on a après le narratif au sein de la crypto qui lui-même est dans une pleine crise de confiance. Alors, on va zoomer un petit peu sur toujours cette partie-là, bien évidemment, pour reprendre rapidement l'accumulation des coffres que nous avons depuis un certain temps, arrêt de la tendance baissière avec le crash qui a été effectué par 3 ici, avec le Silent Climax. On retrace, on fait l'automatic rally, on reteste avec le second arrêt test la partie basse, on réaccélère, on comble une partie de l'imbalance, on casse baissier avec FTX et la prise de liquidité au niveau du SC. Donc là, on est allé récupérer une grosse partie des liquidités qui avaient été laissées par cet arrêt de tendance baissière. Actuellement, nous sommes dans cette zone-là, et dans cette cassure baissière, nous avons atteint l'objectif 1.1 de l'impulsion baissière qui est justement qui a donné le mouvement total ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va zoomer dans cette partie-là. Dans cette partie-là, nous voyons que nous avons un certain nombre de choses. Comme d'habitude, je vais vous préciser, enfin comme d'habitude, en tout cas comme la précédente quotidienne, je vais vous préciser la différence avec le CME, parce que la différence est relativement marquée actuellement, et quand c'est marqué, ça veut dire aussi qu'on a une différence entre la vision, enfin en tout cas l'état du marché futur des institutionnels, ce qui est le CME, et le spot Binance. Et donc cette différence montre aussi une différence de croyance et de positionnement entre les deux, ce qui est très intéressant. Alors, globalement, sur le spot Binance, ce que l'on voit, c'est qu'on a eu première accélération, ça on en a discuté hier, retracement, on avait pris une prise de liquidité ici, justement je vous expliquais qu'il fallait prendre la liquidité là, j'aimerais bien qu'on aille chercher ça et potentiellement chercher les objectifs 1 et 1.1 de cette impulsion haussière ici qui a été donnée, pour donner une dernière impulsion, et on voit qu'on a un marché qui a très bien réagi, notamment aux annonces macroéconomiques qui sont arrivées avec une accélération très forte, prise de liquidité de ces zones-là, mais qui n'est pas suffisant pour aller chercher ici les 13 300. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons récupéré la liquidité de l'ensemble des compressions qui avaient été faites. Compression 1, compression 2, compression 3, accélération qui a récupéré toutes ces compressions-là, et donc toutes les liquidités
de, ici, ce range qui avait été mis en place. D'accord? Donc pour ceux qui trade notamment le range, on voit que on est dans une forme de range qui est présent déjà depuis un certain temps, dans lequel on avait certes cassé, allez, on pourrait même considérer que le range il va là-dedans, on avait fait une incursion baissière avec une réintégration, retest, réaccélération, et que là justement on est dans une forme d'extension haussière sur ce range pour faire une continuité baissière. Donc là on commence à avoir pas mal de gens qui, comme ici et comme ici, se positionnent en short pour faire une continuité baissière, d'accord? Pour aller chercher notamment plus bas, aller faire une continuité comme ça, pour aller récupérer, bon, le bas de range avec l'OB d'achat qui se trouve ici, qu'on retrouve avec une partie d'imbalance qui n'a pas été comblée. Donc ça, c'est la target des majoritairement des personnes qui sont en train de se positionner ici. Ma question est, au niveau de la liquidité et de l'order flow, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une question qu'on va mettre en suspens parce qu'on va comparer rapidement avec, justement, le CME. CME qui, lui aussi, est très intéressant, mais qui est encore un petit peu différent, parce que le CME, lui, n'est pas en continuité baissière, c'est un retracement qui est sous une forme de compression haussière, dans lequel on a fait un premier break, deuxième break qui a été beaucoup plus important que sur le spot général. Donc ça veut dire que au niveau des futurs, on est majoritairement plus bullish au niveau des institutionnels que sur le spot. Et ça, au niveau de l'order flow, il va falloir vraiment le prendre en compte, c'est pour ça que je voulais vous en parler avant, c'est que actuellement, les futurs, le mouvement qui est en train de se faire, c'est un mouvement de futur. C'est un mouvement de perpétuel, d'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que, au niveau de l'order flow, on le voit bien que on a ici une flambée du perpétuel qui est en train de se faire, une réaccélération, alors qu'on a un spot qui certes avait eu une petite accélération, mais là le spot en lui-même, il est en train d'être plat. Globalement, on a une zone de neutralité au niveau du spot. Donc tout le mouvement est en train d'être fait sur du perpétuel, avec un open interest qui somme toute est flat. D'accord? Donc ça veut dire qu'on a une forme de hedging, on a quelque chose qui est en train de pousser, sans pousser très fort, et dans lequel on est en train d'avancer. Et si on regarde, on a les top traders qui sont en train de monter majoritairement sur du long, on est en train de construire du long, on n'est pas encore à 56%, mais je pense que là on peut continuer, on va avoir certainement une descente à un moment donné, mais potentiellement on pourrait se dire que d'ici la fin de la semaine, on pourrait arriver à 56, dépasser 56, pour aller retravailler cette zone-là. Là, sur la totalité des comptes, on voit qu'on est en train de se positionner en short. Ok, bah c'est parfait. Là, actuellement, on retrouve une discordance entre la totalité des comptes, les top traders avec un open interest flat, on voit que t'as du perpétuel qui est en train de se mettre en place. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, ici, on pourrait continuer à éclater les personnes qui vont se positionner en short. Donc ça veut dire qu'on peut continuer à aller chercher notamment ici les 1, par exemple. Par contre, si on voit une inflexion au niveau de l'order flow ici, de la totalité des positions top trader, bah là il va falloir se poser une question, ça veut dire que potentiellement on va shorter. Et je pense que si le short va se mettre en place, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un open interest qui va monter, avec derrière une diminution qui va se faire comme ça. Là ce sera un signe que, bah en effet, on va casser baissier, et on va casser baissier pour, à minima, aller chercher en effet l'imbalance qui se trouve ici, l'OB d'achat, donc on pourrait dire le bas de range, mais voire même casser, pourquoi pas. En fait, il y a deux possibilités, soit on considère que ici nous avons un mouvement, premier mouvement qui a été fait, deuxième mouvement structurel pour une continuité baissière, donc à ce moment-là, on a une target qui est plus dans les 15 000, pour une continuité baissière forte, soit on considère que on est dans un travail qui est en train de se faire, accélération, c'est un retracement, et que là on attend un break-off structure, une break-off structure il est très haut, il est à 18 000, hein, donc ça veut dire, putain, c'est intéressant, parce que break-off structure il se trouve pile poil au niveau de 1,618, nombre d'or d'extension de Fibonacci de cette première impulsion haussière, d'accord? Impulsion, donc là, moi je dis que la première target ce serait le 1 et le 1-1, pour confirmer le 1 pour 1, et ensuite, en effet, on pourrait avoir une extension ou 1,618, mais bon, il faudrait quand même que les nouvelles soient plutôt positives. Bon, c'est vrai, aujourd'hui, nous avons une série de nouvelles. Aujourd'hui, nous avons une série de nouvelles qui sont la continuité des nouvelles que nous avons eues hier. D'accord? Si on se retrouve sur un PCE Core qui se vautre, donc dans lequel on a un PCE Core qui est beaucoup plus important que prévu, là, ça va être, allez, on est parti, on va aller casser ici le plus bas qui a été fait, hein, d'accord? Parce qu'en plus, là, majoritairement, ça veut dire que les personnes sont en train de shorter sur une position de short de structure, parce que là, globalement, il faut pas chercher un long, hein. Là, globalement, il faut chercher à se rentrer en short, hein. Clairement,
parce que on est dans une tendance majoritaire baissière, on est dans un retracement, certes qui est haussier, mais là actuellement ce qu'on va chercher, c'est du short. Alors je tiens à préciser que je fais des efforts pour ne plus faire trop de Picasso comme ça, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est déjà toujours trop au niveau du pinceau. Alors, oui, là on cherche un short pour une continuité baissière. Ok. Par contre, si les nouvelles sont positives, bon bah si les nouvelles sont positives, on pourrait avoir en effet une grosse accélération avec une cassure de ça. Ça me dérangerait pas de me dire que, en effet, le BTC aille retester les 18 000, reprendre cette partie-là, voire même reprendre l'ensemble de l'order block, donc à 18 500, avec le psy qui a été fait. Là, à ce moment-là, on aurait, en effet, un signe très positif pour le BTC, SC, STB, d'accord, accumulation, SC, AR, ST, STB, donc prise de liquidité, réaccélération haussière, break-off structure qui se fait, on reteste, et ensuite on part. D'accord? Donc là, on aurait quelque chose qui serait positif sur une accumulation, en tout cas sur la mise en place d'une accumulation long terme pour le BTC. Est-ce que je le vois actuellement, une accumulation maintenant? Est-ce que je vois un BTC partir maintenant? Clairement, non. Est-ce que je vois le BTC retravailler, comme j'avais expliqué depuis un certain temps, une zone qui est pour moi un ranging de 15 000 à 25 000? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas aller retravailler la zone qui avait été laissée, notamment par le précédent ST, dans les 19 000 $, avant de potentiellement retester baissier, pour repartir à la hausse, retester les 22 000, et ainsi de suite, faire quelque chose qui ressemble potentiellement hop, à ça, on va retester là, on va retester baissier, on va retester cette zone-là, on casse baissier, on va retester une partie basse, on zone comme ça, et pendant un certain temps, pendant 6 mois, 9 mois, le temps que, en effet, la partie de confiance revienne, on oublie FTX, on commence à oublier ce qui s'est passé avec FTX, on a une réglementation qui est en train de se poser, une macroéconomie qui est en train de s'améliorer, une baisse de l'inflation, une stabilisation géopolitique générale, un arrêt de la politique zéro Covid, en tout cas une diminution des sanctions de la Chine par rapport au Covid, et donc derrière, retrouver un circuit de supply chain correct, bon, bah voilà, potentiellement on serait dans les schématiques comme ça, sur un ranging d'accumulation pendant un certain temps, et ça c'est l'hypothèse que j'ai depuis déjà un paquet de temps, et que je vous présente depuis quasiment 4 mois. Alors, au niveau du Nasdaq et de la macroéconomie générale, on voit que le Nasdaq nous a fait une magnifique bougie, je vous spoil, hein, SP500 c'est pareil, sauf que SP500, lui, a cassé son top, ce qui n'est pas le cas ici toujours du Nasdaq, un Nasdaq qui galère un petit peu par rapport globalement au SP500, mais ce qui est normal au vu de ce qui est en train de se faire, et que lorsque l'on est dans une forme d'inflation, forcément le Nasdaq va souffrir plus que le SP500, majoritairement. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a retesté ici le 0,5, le SP500, oui on a cassé, mais on est allé, pareil, retester le target que je vous ai donné, le 618, ici, d'accord? Donc pour l'instant, on est dans quelque chose de classique, on est allé retester le 0,5 à 12 000, target qu'on s'était donné, SP500 est allé retester le 618 à 4080, target qu'on s'était donné, ok, maintenant, les prochaines targets, soit on se retrouve sur une nouvelle qui est mauvaise, et c'est d'ailleurs ce qui serait très intéressant, parce qu'on est quand même majoritairement sur du bull, hein, d'accord? Pour rappel, ici on avait JP Morgan qui nous disait, là, prenez vos profits. Ok, bon, on réaccélère. Donc soit on se retrouve sur une mauvaise nouvelle, parce que là, majoritairement, les personnes sont parties en boule, hein, d'accord? Là, les personnes sont encore majoritairement en boule, même si on a des personnes qui sont en train d'essayer de se positionner en short, ici pour un retracement baissier, mais majoritairement on a quand même une inflexion qui est en train de se faire vers le bull, et donc là c'est parfait, c'est vraiment parfait pour avoir une contre-nouvelle pour enfoncer, d'accord? Par exemple un PCE Core qui est au-dessus de la prévision, voilà, là on descend fort, d'accord? Donc là, globalement pour moi le chômage va impacter assez peu, parce que on a déjà le positionnement de la Fed vers une diminution de l'augmentation des taux, ok, donc là, c'est bon, c'est acté, on n'a pas besoin d'avoir le chômage comme idée, donc à moins que le chômage nous fasse une accélération très forte ou une baisse très forte, ça impactera assez peu. Par contre, l'inflation elle-même, là par contre, risque d'impacter très fort. Si on a une consolidation, bon, très clairement, on va aller chercher le 786, en même temps on ira chercher cette inducement là. Pareil sur le Nasdaq, on ira chercher le 618 ici, à 12 500, et est-ce qu'on irait même chercher ici l'inducement qui se trouve là? Ça, j'ai un petit peu, bon, là j'y crois pas trop, parce que le Nasdaq en lui-même est quand même bien faiblard,
on va dire qu'il a les genoux qui tremblent un peu, donc forcément, c'est un peu compliqué. Donc on va laisser le Nasdaq de son côté, on va se concentrer sur le SP500, parce que c'est lui qui va porter, je pense, une grosse partie de l'accélération qu'on risque de voir dernièrement. Et au niveau du DXY, bon, on voit que le DXY est toujours en train ici de consolider. On aurait potentiellement un break. Aujourd'hui, si jamais on a une nouvelle positive sur l'économie, on aurait un DXY qui irait chercher ici. Pourquoi on irait chercher ici? Parce que, intéressant de voir, nous avons ici l'indicateur que je vous ai fait depuis un certain temps, qui est la représentation des yielding sur les bounds 10 ans et 2 ans, d'accord? C'est la représentation de la différence entre les taux d'intérêt pour les 10 ans des bounds US et les 2 ans des bounds US. 2 ans court terme, 10 ans long terme. Je fais la différence entre les deux. Si c'est négatif, ça veut dire que le court terme rapporte plus que le long terme, chose qui est une ineptie au vu de tout ce que l'on connaît et de ce qui est en place. On est en négatif depuis je crois qu'on a cassé le négatif en mars 2022, fin mars 2022, sur lequel on est repassé au-dessus, mais après on a consolidé en dessous. Et chose qui est intéressante de voir, c'est qu'on a une divergence haussière qui est là depuis assez longtemps, ça on le sait, et à côté on a quand même une petite reprise qui est en train de se faire. Et donc si jamais on avait ici les bounds qui commençaient à être moins rentables, parce qu'on a une baisse du yielding général suite aux annonces qui ont été faites, donc ça veut dire que potentiellement on a un vecteur de risque qui est en train de diminuer au niveau des US. Si ce vecteur de risque est en train de diminuer, ça sous-entend qu'il y a moins d'intérêt d'avoir du dollar pour pouvoir acheter des bounds US, donc ça veut dire que derrière, on aurait une diminution du DXY, et donc de l'indice dollar, donc une chute du DX dollar avec une cassure des 104, même si, comme je vous l'ai dit, voilà, même si on casse les 104, certainement on ira retester à un moment donné les 110 pour faire un break baissier, donc avoir un retest avec une validation ici de la distribution, retest, cassure baissière, avec derrière justement une cassure très forte des 104, qui est ce que l'on attend depuis un certain temps et qui entraînerait potentiellement un DXY sur un retracement plus long terme. Est-ce qu'on irait chercher les plus bas? Ça c'est encore une autre discussion qu'on aura à un moment donné. Déjà casser les 104, enfin les 104,5, 105, pour valider justement une continuité baissière, et donc qui serait positif pour la fin d'année, et surtout l'année 2023, par rapport à toutes les perspectives qui sont en train de nous être données, mais qui ne sont pas encore relayées dans le narratif général. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.